Science. Bonjour et bienvenue dans ce Stop Science consacré aujourd'hui aux fossiles. Et commençons tout d'abord par un chiffre, 99,9999999, etc. % des espèces qui vivent ou ont vécu ont aujourd'hui disparu. Cela signifie que d'un point de vue strictement mathématique, nous sommes tous déjà morts. C'est pour ça que j'ai jamais aimé les maths. Beaucoup de choses sont qualifiées à tort de fossiles. Comme le rayonnement cosmique résiduel du Big Bang qu'on peut voir sur une télé. Ou bien encore, des fossiles vivants. En effet, car on ne vous le répétera jamais assez, mais pour être un fossile, il faut être mort. Ah non, pas deux fois. Donc, pour être un fossile, il faut être mort. En fait, un fossile vivant, si ça devait exister, ce serait ça. Qualifier un animal de fossile vivant, c'est se figurer qu'il n'a pas évolué, ce qui dénote plus une méconnaissance des fossiles de l'animal en question que d'une réalité scientifique. C'est ainsi que les pauvres requins et crocodiles sont injustement qualifiés de fossiles vivants, alors que leurs représentants actuels ne sont pas du tout représentatifs de ce que furent les espèces d'autrefois. Et d'ailleurs, même si parfois certaines espèces comme le sélacanthe ou les limules n'ont pas l'air d'avoir évolué, il faut bien garder à l'esprit que seuls 5% de nos gènes sont responsables de notre apparence physique. Et par conséquent de ce à quoi ressembleront les fossiles. Et ce qui laisse aux 95% de gènes restants la possibilité d'évoluer librement. Si la notion de fossile vivant a autant la cote, c'est surtout parce qu'elle fait marcher le commerce et qu'elle permet de faire les gros titres des journaux. Donc finalement, un fossile, ce sont les restes préservés dans la roche d'un organisme ou d'un morceau d'organisme qui fut autrefois vivant. Mais ça peut aussi être toute trace pétrifiée d'une activité animale, comme une empreinte de pas par exemple, Un terrier de castor géant, ou bien encore un coprolite, c'est-à-dire une jolie bouse. ces traces, qui contrairement à un squelette ont été faites du vivant de l'animal, nous en apprennent d'ailleurs énormément sur leur mode de vie. Et puis c'est émouvant de se dire qu'il y a une centaine de millions d'années de cela, un dinosaure est passé par là. À part à faire joli Encore que ça se discute, et à faire le plein, de combustible fossile. les fossiles servent aussi et surtout aux scientifiques pour leurs travaux. Dès le XVIIIe siècle, le génial Cuvier avait par exemple remarqué que chaque strate géologique contenait un assemblage de fossiles différents qui permettait ainsi de les dater. Et il inventait la stratigraphie. Le tout aussi génial Darwin, quand il publia sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle en 1859, a quant à lui assez largement négligé les fossiles, affirmant qu'étant donné les connaissances de son époque, l'absence d'intermédiaire entre les espèces dans les couches géologiques constituait le plus grand handicap de sa théorie. Mais Darwin, sur ce coup-là, eut tort, puisqu'à peine 10 ans plus tard, en 1863, est décrit Archaeopteryx, qui avec sa queue et ses dents de dinosaure et ses plumes d'oiseau, constituait la parfaite démonstration de ce qu'il existe des formes intermédiaires dans le registre fossile. Et qu'il documente l'évolution en offrant un accès direct à une dimension qu'il manque à toutes les autres sciences de l'évolution, le temps. Au fait, savez-vous qui a décrit Archaeopteryx? Non. Si. Oh non, pas encore lui. Ah si. Richard Owen. Mais c'est un complot ou quoi? Mais passons sans transition au nom qu'on donne aux fossiles. Les scientifiques ont beaucoup donné de petits surnoms à leurs petits fossiles, comme ce fut le cas pour Lucy, en référence à la chanson des Beatles. Ou bien pour l'homme de Flores, surnommé le Hobbit, en référence à sa petite taille. Précieux! Ou bien encore Big Al, parce que c'est un allosaure et parce qu'il est parce qu'il est gros quoi. Mais pour donner un vrai nom à un fossile, il faut avant tout définir une nouvelle espèce. Les espèces actuelles sont délimitées par le fait que les individus qui la composent peuvent ou non s'accoupler entre eux et donner une descendance qui sera elle-même fertile. Bah ça c'est bien beau, mais sur les fossiles, c'est pas facile à voir. Et en fait, en paléontologie, des individus suffisamment différents du point de vue morphologique pourront raisonnablement être considérés comme appartenant à deux espèces distinctes. C'est un peu arbitraire effectivement, mais ça donne quand même une bonne idée de la biodiversité passée dans la plupart des cas. Encore qu'il arrive que des espèces considérées comme bien distinctes se révèlent en fait capables de se croiser. Ce fut le cas entre notre espèce et l'homme de Néandertal il y a entre 80 et 30 000 ans. Au passage, les Néandertaliens nous ont quand même refilé 4% de leurs gènes. Hein. Pour faire un bon nom d'espèce, il y a une recette. Prenez d'abord un prénom, comme Tyrannosaurus ou Homo. On appelle ce prénom le nom de genre.
Ajoutez ensuite un nom de famille ou nom d'espèce, comme par exemple Rex ou Sapiens. Le plus souvent, ces mots sont en latin, mais ils peuvent aussi être très alambiqués, voire à coucher dehors, comme Gammaracanthus Chytoderma gammarus loricatobaicalensis, Supercalifragilisticexpialidocious. nommé par Dybowski en 1926. C'est énorme. C'est quoi cette bête-là? C'est juste une crevette. Pour donner un nom à une espèce, il faut le justifier par écrit, car ces noms restent ad vitam aeternam, sauf à certaines conditions bien précises. Et c'est parfois bien dommage que ces noms ne puissent pas être changés. Cela permettrait par exemple au pauvre scarabée Anophthalmus hitleri, nommé ainsi en l'honneur d'Hitler en 1933, de ne plus être collectionné abusivement par les adorateurs du Troisième Reich. De temps en temps, les naturalistes se lâchent et donnent des noms farfelus avec des justifications tout aussi farfelues. Les justifications peuvent même être parfois plus intéressantes que le nom d'espèce lui-même. Prenez par exemple des tortues ninja. Mélangez-les avec Richard Owen. Et vous obtiendrez Ninjamis oweni, qui signifie littéralement la tortue ninja d'Owen. Ainsi nommé, je cite, en référence à ce redoutable super quatuor symbolisant le succès des êtres à carapace. Une espèce de lézard fossile fut même nommée Obamadon, comprenez les dents d'Obama, en l'honneur de la politique pour l'hygiène bucco-dentaire menée par le président Obama. Il faut dire aussi que le fossile consiste en une mâchoire pleine de dents. On peut aussi nommer une espèce en l'honneur d'un illustre personnage, comme Anangera spielbergi, qui fut nommé en l'honneur de Steven Spielberg, le réalisateur de Jurassic Park. Ou Mesoparapilocheles Michael Jacksoni, un crabe, nommé en l'honneur de Michael Jackson. Ou un oursin, Fred Astaire guyaderi, qui est un habile jeu de mots entre la terminaison qu'on donne traditionnellement au nom d'espèce d'oursin, Astaire, et le nom de la célèbre star hollywoodienne Frédéric Astaire. Certains sont même allés très loin, en nommant un python fossile Montypidonoides en l'honneur... Attends, je sais, laisse-moi deviner. Les Monty Python ? Sans blague. Les groupes de musique ne sont pas épargnés, comme King Diamond, un groupe de métal qui a inspiré le nom d'un ver fossile King Diamondi. Le personnage honoré peut même être fictif. C'est le cas du trilobite qu'on a nommé du nom du héros de la guerre des étoiles, Han Solo. Beaucoup d'autres sujets peuvent faire l'objet d'une justification. Ce peut être un plat par exemple, comme celui qui a été mis à l'honneur par Achillemis Cassuletti. Ou une particularité physique du fossile peut aussi servir à le nommer, comme par exemple la forme suggestive du scrotum humanum, qui s'est avéré être en fait un genou de mégalosaure. On retrouve le même genre de déviance pour des espèces actuelles, comme le Phallus impudicus, à la forme très suggestive. Encore des idées d'hommes, ça. Les contes et légendes sont aussi à l'honneur, avec Excalibosaurus costini, le reptile marin au rostre, en forme d'épée évidemment. Les références mythologiques ne sont pas en reste, qu'elles soient égyptiennes, nordiques ou bibliques. Ce dernier, Léviathan melvillei, le cachalot tueur préhistorique, découvert au Pérou, n'est d'ailleurs certainement pas étranger au personnage de Pupus dans l'âge de glace 4. Loin d'être des cas isolés, les noms d'espèces originaux sont même très répandus, en particulier quand il s'agit de nommer des espèces actuelles. C'est ainsi que Lady Gaga s'est retrouvée avec une fougère et un moustique portant son nom. La ressemblance est en effet troublante. Et Beyoncé a même sa propre espèce de mouche, parce que je cite, comme elle, son popotin vaut de l'or. Eh, dis donc, tu vois mes yeux là Matt Groening, le créateur des Simpsons, Le prince Charles, Yoda, ou encore Dark Vador, mais aussi Batman, et même Smeagol. ont tous ce point en commun, ils ont une espèce à leur nom. Si le fait de donner des noms curieux, bizarres ou en forme de clin d'œil a pour effet de faire sortir la science de sa tour d'ivoire, ce n'est pas tant par souci de diffusion du savoir que pour faire parler de soi. Et oui, car en science comme partout ailleurs, le productivisme est roi, et les scientifiques sont soumis à la dure loi du... Publier ou périr. Vous n'avez pas assez publié cette année, amiral. Vous me décevez beaucoup. Seigneur Vador. Il faut pouvoir mettre en avant ses recherches à tout prix afin d'espérer récolter des subsides. Et on se demande bien jusqu'à quel point les chercheurs iront pour faire parler d'eux. Car même si le bagage universitaire d'un paléontologue lui permet de reconnaître n'importe quel animal à l'aide d'un fragment aussi petit soit-il, Vouloir faire une nouvelle espèce à partir de ceci, ça relève plus du gag que de la science. et c'est encore plus vrai quand on sait que ce petit bout de l'orbite d'un dinosaure a été baptisé Sauroniops,
qui signifie œil de Sauron, en l'honneur de l'œil le plus célèbre de tous les temps. En conclusion, en donnant l'accès à la dimension du temps, les fossiles sont le point d'ancrage de toutes les sciences de l'évolution. Et pour prédire les tendances futures, comme celle de l'évolution du climat par exemple, il faut impérativement connaître celle du passé. Et les fossiles sont le point d'ancrage obligé avant d'effectuer toute forme de prédiction. Car sans mémoire du passé, il n'y a pas d'anticipation possible. Ce Stop Science est terminé, merci de l'avoir suivi. Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture du guide critique de l'évolution, et oui encore. Et vous pouvez aussi consulter les sites dont l'adresse est dans la description. Merci à tous.